Bonjour, voici la troisième partie sur les rappels de l'étude d'une fonction. Donc les connaissances de base sur les fonctions et l'étude d'une fonction. Donc dans cette vidéo, nous allons travailler sur l'équation de la tangente en un point, le sens de variation et les extrémas d'une fonction à une variable, pour rappeler, faire un récapitulatif sur toutes les étapes pour étudier une fonction. Et nous finirons par la recherche de branches asymptotiques. Alors, je vous rappelle, nous nous étions arrêtés dans la précédente vidéo à la page 15 du chapitre 3 sur ce tableau de dérivés. Donc, je vous incite à les apprendre par cœur. Je vous explique aussi que sur la colonne de gauche, vous avez en fait la formule générale, si vous voulez, avec x puissance n. La dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n moins 1. Donc, prime ici, ça veut dire qu'on dérive par rapport à la variable x. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, etc. Je ne vais pas toutes vous les lire, vous les connaissez déjà normalement. Et la colonne de droite, en fait, c'est la formule précédente, mais appliquée à u, une fonction qui dépend de x. Donc à u de x, si vous voulez. Mais je n'ai pas écrit les parenthèses de x sur toutes ces formules afin de ne pas surcharger ce tableau. Donc ici, faites bien attention. En fait, quand vous appliquez la formule de la colonne de gauche à une fonction u qui dépend de x, il faut multiplier par u', la dérivée. D'accord? Donc la dérivée de racine carrée de u, c'est u' fois 1 sur 2 racine de u. La dérivée de 1 sur u, c'est u' fois moins 1 sur u carré. La dérivée d'exponentielle u, c'est u' fois exponentielle u. La dérivée d'ln de u, c'est u' fois 1 sur u. La dérivée de sinus u, c'est u' fois cos u. La dérivée de cos u, c'est u' fois moins sinus u. Et pour finir, la dérivée de tangente u, c'est u' fois 1 sur cos carré de u, ou, si vous préférez, 1 plus tangente carré de u fois u'. Alors pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en école d'ingénieur, je leur demanderai de me démontrer la formule générale suivante. La dérivée de f de u, où u c'est une fonction de x, est égale à u' fois f' de u. Voilà, donc cette formule, en fait, elle généralise toute la colonne de droite. Alors, pour cela, pour faire cette petite démonstration, eh bien, il faut repartir à la définition de base de la dérivée, du nombre dérivé. Alors maintenant, nous allons compléter ensemble les exemples qui suivent. Donc la dérivée de i ici, nous allons utiliser la formule cosinus de u. Donc la dérivée de cosinus de u, c'est égal à u' fois moins sinus u. Donc moins u' sinus u si vous préférez. Ici, u, c'est égal à oméga t plus phi. On dérive par rapport à la variable t, forcément, puisque i dépend de t. Donc u', si vous voulez, je vais mettre en indice u' indice t pour bien vous signifier que c'est par rapport à la variable t que l'on dérive oméga t plus phi. Oméga, c'est une constante, c'est comme si on avait 3t, on dérive 3t par rapport à t, ça fait 3. Donc là, on va avoir oméga, et la dérivée de phi par rapport à t, eh bien, c'est 0. Donc oméga plus 0. Alors, nous allons donc obtenir moins oméga sinus de oméga t plus phi. Et maintenant, la dérivée seconde. Quand il y a deux primes ici, ça veut dire dérivée seconde. On dit dérivée seconde. On ne dit pas dérivée prime, parce qu'il y en a qui font prime. Donc, c'est i seconde. C'est donc la dérivée de la dérivée. Donc, c'est la dérivée de moins oméga fois sinus de oméga t plus phi. Ici, oméga, c'est une constante multiplicative par rapport à t, puisqu'on dérive par rapport à t. Donc, ça fait moins oméga fois la dérivée de sinus oméga t plus phi. Ce qui donne, eh bien, on va appliquer cette fois-ci la formule dérivée de sinus de u, qui est égale à u' fois cosinus de u. Donc, u, c'est toujours oméga t plus phi. Donc, u', c'est toujours oméga. Donc, ça va faire moins oméga fois oméga cosinus de oméga t plus phi. Autrement dit, moins oméga carré de cosinus oméga t plus phi. Alors, maintenant, on vous demande de remplacer ici i seconde de t plus oméga carré fois i de t et de l'évaluer. Donc, i seconde, ça fait moins oméga carré
cosinus oméga t plus phi. Et oméga carré fois i de t, ça fait oméga carré fois cosinus oméga t plus phi. Nous obtenons donc 0. Donc, ça veut dire que la fonction cosinus oméga t plus phi est une solution de l'équation différentielle y seconde plus oméga carré y égale à 0. Donc ça, nous l'étudierons dans le dernier chapitre, le chapitre 5. Chapitre 4, c'est le calcul intégral. Alors ensuite, question suivante. À l'aide de la définition du nombre dérivé du sinus en 0, calculer la limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t. Alors déjà, pourquoi utiliser le nombre dérivé? Tout simplement parce que quand on remplace t par 0, ça va faire sinus 0 sur 0. Autrement dit, 0 sur 0. Je mets entre guillemets. Et vous savez que ça, c'est une forme indéterminée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire a priori si la limite va être égale à 0, à plus l'infini, moins l'infini ou à une autre valeur. Donc on dit forme indéterminée quand on ne peut pas dire a priori, on ne peut pas donner a priori la limite, la valeur de la limite ici. Alors, donc on va, pour lever l'indéterminé, on va utiliser la définition du nombre dérivé. Alors je vous rappelle, la définition du nombre dérivé se trouve à la page 13 du chapitre 3. Donc f, une fonction définie en a, elle est dite dérivable en a lorsque la limite, quand x tend vers a, de f de x moins f de a sur x moins a, vous vous rappelez le schéma que je vous avais montré, ici c'est le taux d'accroissement de la fonction f, ou si vous préférez la pente de la droite à m, et on fait tendre x vers a, donc le point m tend vers le point a, et il s'agit de la pente de la tangente à la courbe au point A. Donc ça, c'est juste pour vous remettre en tête ce que l'on avait vu lors de la précédente vidéo. Lorsque cette limite existe et est finie, on note alors f' de A et on l'appelle nombre dérivé de f en A. Donc, quel rapport avec notre limite? Nous, on veut calculer la limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t. Alors, si on regarde, si on compare ces deux écritures, on voit qu'on a un quotient, on voit qu'au numérateur, on a une fonction, sinus de t ici, et au dénominateur, on a x moins, t moins, t moins 0 en fait. En fait, ça, c'est comme si on avait, vous voyez, le a, c'est 0, donc t moins 0, et là, on a sinus t moins sinus 0, f de t moins f de a. Et on vous dit que c'est égal à f' de a, autrement dit, à la dérivée de sinus en 0. OK? Voilà. Donc, effectivement, la fonction sinus, elle est dérivable. Hein. Sa dérivée, c'est 0. Donc ça fait cosinus 0 qui fait 1. Donc, la limite de sinus t sur t est égale à 1 quand t tend vers 0. Alors, nous allons le rédiger proprement. Donc, ici, on va écrire que soit f de t est égal à sinus t, d'accord? F est dérivable sur R, donc a fortiori en 0, et sa dérivée, c'est cosinus t, donc sa dérivée en 0, c'est cosinus 0, c'est-à-dire 1. De plus, par définition, la limite quand t tend vers 0 de sinus t moins sinus 0 sur t moins 0, d'accord, autrement dit de f de t moins f de 0, sinus 0, ça fait 0, hein, sur t moins 0, eh bien, comme f est dérivable en 0, c'est égal à la dérivée de f en 0. Et ça fait donc cosinus 0, c'est-à-dire 1. Nous avons donc levé l'indéterminé, et la limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t est égale à 1. Voilà une méthode pour lever l'indéterminé. Alors quand on a ce type de fonction, hein, c'est-à-dire une fraction avec au dénominateur x moins a et au numérateur f de x moins f de a, et le tout quand x tend vers a. D'accord? Alors on reverra ça, ne vous inquiétez pas, quand on attaquera la partie C sur le calcul de limite. Alors maintenant, vous vous rappelez, je vous avais parlé de l'interprétation graphique du nombre dérivé, et c'est la pente de la tangente à la courbe au point grand A de coordonnées A, f de A. D'accord? Alors, conséquence, quelle est l'équation de la tangente
à la courbe au point petit a, qu'on note grand T indice petit a. Eh bien, c'est une droite. Donc, son équation est de la forme y égale à mx plus p. De plus, ici, on vous dit que f' de a, c'est la pente de la tangente à la courbe au point A. Donc, eh bien, la pente ici, c'est petit m. D'accord? Donc, par définition, petit m est égal à f' de a. Donc, l'équation de la tangente, c'est f' de a fois x plus p. Il ne reste plus qu'à trouver p. Alors, p, vous savez qu'il s'agit de l'ordonnée à l'origine. Alors évidemment, hein, dans la majeure partie des cas, vous n'aurez pas la représentation graphique de la tangente dans un premier temps. Donc il faudra trouver P. Comment trouver P? Eh bien en prenant un point sur la droite. Eh bien le point grand A appartient à la tangente, par définition. D'accord? Donc comme le point grand A de coordonnées A, F de A appartient à la tangente, alors, eh bien, ces coordonnées vérifient l'équation. Donc, y, c'est f de a et x, c'est a. D'accord? Donc, on va obtenir f de a égale à f' de a fois a plus p. Et cela me permet d'obtenir la valeur de p. P est donc égal à f de a moins f' de a fois a. Conclusion. L'équation de la tangente à la courbe en A est de la forme y égale donc f' de a fois x, d'accord, donc mx, plus p, plus donc f de a moins f' de a fois a. Alors ça, je vais l'écrire un peu mieux, je vais regrouper ensemble les f' de a, d'accord, donc je vais mettre f de a tout seul de son côté, et après je vais factoriser par f' de a, ici, d'accord, il va me rester donc x moins a. Voilà, et vous retrouvez la fameuse formule que vous connaissez normalement de terminale. Voilà, donc l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse. Alors maintenant, nous allons étudier plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est la fonction carrée, racine carrée. Donc on a vu précédemment qu'elle n'est pas dérivable en 0. Alors on sait par contre que sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x pour tout x strictement positif. Donc nous allons utiliser cette expression pour calculer la limite quand x tend vers 0 de la pente de la tangente. Alors ça donne bien, la limite de 1 sur 2 racine carrée de x. Quand x tend vers 0 plus, bien, ça donne plus l'infini. L'inverse d'un nombre infiniment petit qui tend vers 0 plus, c'est un infiniment grand qui tend vers plus l'infini. Donc qu'est-ce qui va se passer du coup? Eh bien en fait, la pente de la tangente, c'est plus l'infini. Ça veut dire que la droite, la tangente en 0, est tournée vers le haut et est verticale surtout. Elle est verticale. D'accord? Voilà, donc on la représente avec une flèche. Et donc la courbe, elle part du point de coordonnées 0, 0 et elle épouse la tangente. D'accord? Voilà. Alors, deuxième exemple. Équation de la tangente en haut à la courbe représentant la fonction f de x égale x cube. D'accord? Donc effectivement, f de 0 égale à 0. Donc O appartient à la courbe représentant f. Donc on écrit la formule de la tangente. Je vous rappelle, la formule générale, c'est y égale à f de a plus x moins a f' de a. Donc ici, a égale à 0, donc ça va donner f de 0 plus x moins 0, c'est-à-dire x fois f' de 0. On calcule la dérivée de x cube est dérivable, sur R, donc a fortiori en 0. Donc la dérivée fait 0, et donc l'équation de la tangente, c'est f de 0, c'est égal à 0. Voilà. D'accord? Donc c'est une tangente horizontale, puisque le nombre dérivé en 0 est nul. Et vous voyez bien, effectivement, y égale à une constante. Et l'équation de la tangente à la courbe représentant f en 0. D'accord? Donc ici, on peut tracer une double flèche de cette façon-là pour exprimer que la courbe va s'écraser de part et d'autre de 0 sur cette droite y égale à 0 qui est la tangente.
Alors maintenant, l'équation de la tangente en haut à la courbe représentant la fonction f, qui est le sinus hyperbolique, ça on va le voir dans ce chapitre, c'est une fonction du génie électrique qui est importante à connaître. Alors déjà, si on calcule f de 0, ça fait sh de 0, ça donne exponentielle 0 moins exponentielle 0 sur 2, ce qui fait 0. D'accord? Donc effectivement, cette courbe passe bien par l'origine du repère. Donc nous avons besoin de calculer la dérivée. Donc la dérivée, c'est alors 1/2 fois la dérivée de exponentielle x moins exponentielle moins x. Donc on sort le coefficient multiplicatif. Donc ça donne 1/2 fois la somme des dérivées. Donc la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Et la dérivée d'exponentielle moins x, je vous rappelle la formule, dérivée d'exponentielle u, c'est u' fois exponentielle u. Donc, si u égale à moins x, u' est égal à moins 1. De ce fait, la dérivée d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Donc avec le moins qui est devant, ça fait plus. Et on verra par la suite qu'il s'agit de la définition du cosinus hyperbolique. Donc ici, la dérivée en 0, ça fait 1/2 fois exponentielle 0 plus exponentielle 0, ça fait 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc, la pente de la tangente en 0 est égale à 1. Et l'équation de la tangente, eh bien, il suffit d'écrire la formule. Donc, on repart sur y égale f de 0, bah, ça fait 0, plus x fois f' de 0 qui fait 1. Donc, y égale x, c'est la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Donc ici, si je trace la tangente, voilà ce que je vais obtenir. Je vais essayer de le faire un peu plus proprement. Voilà, d'accord? Et donc, de part et d'autre de 0, donc je vais pouvoir ici prolonger. Voilà, d'accord? Donc vous voyez que la tangente, elle traverse la courbe. On verra par la suite qu'en 0, il y a un point d'inflexion. Alors, dernier exemple, le redressement double alternance V de t égale à valeur absolue de sinus de t. Donc, on veut étudier la dérivabilité de V en 0. On vous a tracé sa représentation graphique. Vous savez que le sinus, la représentation graphique de sinus, ça fait ça. OK? Puis de l'autre côté, ça donne ça. Et la valeur absolue de sinus de t, du coup, tous les négatifs vont se redresser en positif. D'accord? Donc voilà pourquoi on a le symétrique ici. Pour chaque intervalle où la fonction est négative, on a le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc cette courbe n'est pas compliquée à tracer. Alors maintenant, on cherche à étudier la dérivabilité. Elle est continue, au fait. Quand on trace cette courbe, on ne lève jamais le stylo. Donc elle est continue sur R. Donc on peut noter que V appartient à grand C puissance 0 de R, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, cette notation. Alors maintenant, la dérivabilité. Donc on va pour cela calculer la limite quand t tend vers 0, puisque c'est en 0, de V de t moins V de 0 sur t moins 0, de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend à a. D'accord? Donc si cette limite existe et est finie, ça veut dire que la fonction v est dérivable en 0. Alors, eh bien, c'est parti. Quand t tend vers 0, donc on a valeur absolue de sinus t, moins valeur absolue de sinus 0, ça fait 0, sur t. D'accord? Alors, cette valeur absolue, elle nous gêne pour calculer la limite. Alors, on regarde la courbe. En fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, valeur absolue de sinus t à droite de 0, ça reste sinus t, mais à gauche de 0, c'est plus sinus t, parce que sinus t, ça fait ça, à gauche de 0. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, à gauche de 0, c'est quand t tend vers 0 moins. D'accord? Donc, il va falloir faire deux cas, la limite à gauche et la limite à droite de 0. Donc, commençons par la limite à droite, c'est-à-dire quand t tend vers 0 plus, quand t tend vers 0 de ce côté-là. D'accord? Donc, on va avoir la limite de V de t moins V de 0 sur t moins 0,
qui est égal à la limite quand t tend vers 0 plus de, comme sinus t est positif de ce côté-là, d'accord? Valeur absolue de sinus t, de ce côté-là, c'est égal à sinus t. Ok? Donc, je vais remplacer valeur absolue de sinus t par sinus t. Donc ça, c'est car sinus t est positif pour des valeurs proches de 0 et positives. Ok? Donc ça, eh bien, on l'a calculé précédemment, ça fait 1. Alors, maintenant, nous allons calculer la limite quand t tend vers 0 moins de v de t moins v de 0 sur t moins 0. Donc, ça donne la limite quand t tend vers 0 moins. Et donc, ici, de ce côté-là, d'accord, quand t tend vers 0 moins, c'est de ce côté-là. Là, c'est t tend vers 0 plus, là, c'est t tend vers 0 moins. Eh bien, le sinus est négatif. Donc, la valeur absolue, c'est l'opposé. OK? Donc, ici, ça va être moins sinus t sur t. Là, car sinus t est négatif pour tout t proche de 0 et inférieur à 0, et négative. Donc ça donne moins 1. Ah, si on compare ces deux limites, elles sont différentes. Donc, limite à gauche et à droite étant différentes, la limite n'existe pas. D'accord? Donc ça, c'est différent de la limite quand t tend vers 0 plus de v de t moins v de 0 sur t moins 0. Donc, la limite quand t tend vers 0 de v de t moins v de 0 sur t moins 0 n'existe pas. Et donc, eh bien, la fonction v n'est pas dérivable en 0. Alors, qu'est-ce qui s'est passé graphiquement? Eh bien, graphiquement, je vais enlever tous ces gribouillis là. Graphiquement, si vous regardez bien, en ce point, en 0, d'accord, la pente de la tangente à droite, c'est égal à 1, et la pente de la tangente à gauche, c'est égal à moins 1. Donc, en fait, si vous voulez, il est impossible de tracer la tangente à la courbe en 0. Comment on fait? On ne peut pas, d'accord? Ce n'est pas possible. Comment je la trace, ma tangente en 0? C'est impossible. Il s'agit d'un point anguleux. Et dès que sur une courbe, vous avez un point anguleux qui fait un angle, autrement dit, il est impossible de tracer la tangente en ce point, et la fonction n'est donc pas dérivable en ce point. Donc voilà comment, très facilement, très intuitivement, vous pouvez repérer comme ça des points où la fonction ou une fonction n'est pas dérivable. Donc ici, vous voyez, il y en a une infinité sur cette courbe. Tous ces points-là, en tous ces points-là, la fonction n'est pas dérivable. OK? Donc ici, il s'agit de pi, 2pi, moins pi, moins 2pi, etc. D'accord? Donc ce sont des points anguleux. On ne peut pas tracer de tangente à la courbe en ces points-là. La fonction n'est pas dérivable en ces points. Voilà. D'accord? Bien. Allez, maintenant, nous allons récapituler, faire un résumé de ce que vous avez vu en terminale. Sens de variation d'une fonction. Si f est une fonction dérivable sur un intervalle grand I, vous avez étudié en terminale que si la dérivée de f est positive, alors f est croissante sur I. Si la dérivée de f est négative, f est décroissante sur I. D'accord? Bien. Alors, on le comprend très bien ça, parce que si je vous fais un petit schéma pour vous expliquer, vous avez un intervalle grand I ici, intervalle AB par exemple. Et on vous dit que la pente de la tangente est positive. Donc si la pente de la tangente est positive, ça veut dire qu'on va avoir des droites, d'accord, croissantes si je puis dire, et donc la fonction, elle va être croissante. Si par contre la dérivée est négative, donc la pente est négative, d'accord, et donc vous allez avoir des droites tangentes à la courbe qui vont être décroissantes. Donc forcément, la fonction va être décroissante. OK? Bien.
Alors, définition extrémum d'une fonction. Donc, une fonction f admet un maximum en x0 sur un intervalle grand I où elle est définie si pour tout x de i, on a f de x inférieur ou égal à f de x0. Bon, ça se comprend très bien. Alors maintenant, graphiquement, enfin sur le tableau de variation qui est en dessous, en fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a un maximum? Donc, on a dit f de x est inférieur à f de x0, c'est-à-dire à m, pour tout x dans l'intervalle AB ici. Et au niveau de la dérivée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire que la fonction, elle est croissante à gauche de x0 et décroissante à droite de x0. Croissante, ça veut dire que la dérivée est positive à gauche et négative à droite. Voilà. Alors que lorsqu'on a un minimum, c'est le contraire. OK? Donc, une fonction admet un minimum lorsque f de x est supérieur ou égal à f de x0. Si une fonction est dérivable sur un intervalle i contenant x0, donc ça c'est le théorème qui suit, je vous l'ai expliqué sur le maximum, et si f' s'annule en x0 en changeant de signe de part et d'autre, d'accord, comme c'est le cas ici et là, alors f présente un extrémum en x0. Si la dérivée est positive puis négative, cet extrémum est un maximum. Si la dérivée est négative puis positive, cet extrémum est un minimum. Allez, ça vous connaissez normalement. Remarque, que se passe-t-il si la dérivée s'annule mais sans changer de signe? D'accord? Donc on a vu que quand elle change de signe, il y a soit un maximum, soit un minimum. Qu'est-ce qui se passe quand elle change, quand elle s'annule, pardon, la dérivée sans changer de signe? Eh bien, si on a en plus la dérivée seconde qui s'annule, elle en changeant de signe, alors la courbe admet un point d'inflexion. C'est un point où la tangente traverse la courbe. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que la fonction f de x égale à x cube admet en 0 un point d'inflexion parce que vous voyez, la tangente, elle traverse la courbe. Alors en fait, si je calcule la dérivée, hein, d'accord, je trouve qu'elle est nulle, mais par contre, le signe de la dérivée, c'est toujours positif. Donc, il n'y a pas d'extrémum en ce point. Et par contre, si je calcule la dérivée d'ordre 2, je vais obtenir 6x, qui est positif de ce côté-là, d'accord, quand x est positif, et qui est négatif quand x est négatif. Et la dérivée en 0, la dérivée. Alors, graphiquement, qu'est-ce qui se passe? En fait, si vous regardez à gauche de 0, ici, on dit que la courbe, que la fonction, est convexe. Autre façon de dire les choses, toutes les tangentes à la courbe sont au-dessus de la courbe. En fait, si on regarde bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la pente de la tangente, elle est comment? Elle diminue. La pente de la tangente diminue. Si la pente de la tangente diminue, c'est-à-dire si f' diminue, ça veut dire que sa dérivée est négative. Donc une fonction est convexe sur un intervalle grand I lorsque sa dérivée seconde est négative sur cet intervalle grand I. De l'autre côté, nous avons une fonction, une courbe concave. Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les tangentes se trouvent en dessous de la courbe. Et alors, si vous regardez bien, cette fois-ci, vous allez avoir la pente de chaque tangente, la pente, au fur et à mesure que x parcourt l'intervalle 0 plus l'infini, la pente augmente. La pente de la tangente, c'est f'. F' augmente, donc cela signifie que la dérivée de la pente est positive. Donc voilà la définition d'une fonction concave. C'est une fonction dont la dérivée seconde est positive sur un intervalle grand I, hein, d'accord? Et convexe, pardon, c'est le contraire. Et donc, quand il y a ici un changement de convexité de la courbe, de la fonction, eh bien, c'est la dérivée seconde s'annule.
Voilà. Donc en fait, par contre, la dérivée première ne s'annule pas forcément, hein. Là, c'était juste une remarque euh, par rapport à la réflexion précédente, hein, puisque ici, la dérivée s'annule en x0 va signifier que la tangente va être horizontale, mais après, la convexité, le changement de convexité, hein, le fait que la fonction passe de convexe à concave, ici fait qu'il y a un point d'inflexion, et donc ça n'a plus rien à voir avec la dérivée. Hein, je veux dire par là que je peux très bien avoir une pente oblique ici et un point d'inflexion comme ça. D'accord? Donc f' de x0 ne s'annule pas. X' de x0 ne s'annule pas forcément. D'accord? Alors que là, la dérivée seconde s'annule puisqu'il y a un changement de convexité de la courbe. Alors, si vous ne comprenez pas ce que je vous raconte, c'est surtout pour les étudiants qui veulent poursuivre en école d'ingénieur. D'ailleurs, je leur proposerai à la fin de cette vidéo un petit exercice sur le sujet. OK. Alors, le théorème de monotonie que nous avons déjà étudié en outils logiciels et nous reverrons ce théorème à la fin de ce chapitre sur la partie C, les fonctions réciproques. Ce sera le théorème de bijection. Enfin, la continuité et la dérivabilité. Donc, je vous ai dit que ce sont deux notions qui sont très importantes car elles reviennent souvent dans les hypothèses de grands théorèmes en mathématiques. Alors, on veut connaître dans ce paragraphe 6 le lien entre la continuité et la dérivabilité. Autrement dit, quelle est la notion la plus forte? Est-ce la continuité ou la dérivabilité? Eh bien, le théorème suivant vous dit que si f est dérivable sur i, alors f est forcément continu sur i. Si l'on peut tracer la tangente à la courbe en un point, alors forcément cette fonction se trace de façon continue en ce point. La réciproque, par contre, est fausse. Alors, qu'est-ce que ce serait la réciproque? Si f est continu, est-ce que f est dérivable? Eh bien, voilà un exemple ou un contre-exemple, d'accord? Donc, elle est fausse, la réciproque. Et on a un contre-exemple ici avec la fonction valeur absolue de x. Donc, vous voyez qu'elle est continue en 0 puisqu'on trace la courbe sans lever le stylo. Et pourtant, il y a un point anguleux ici en 0. La fonction n'est donc pas dérivable en 0. On ne peut pas tracer la tangente à ce point. D'accord? Bien. Alors, cette notation, c'est la dérivée à gauche de 0, c'est-à-dire c'est la limite quand t tend vers 0 moins de f de t moins f de 0 sur t moins 0. Et ça, c'est la dérivée à droite. Une autre façon de dire les choses, ça, c'est la pente de la tangente à gauche de 0, et ça, c'est la pente de la tangente à droite de 0. Donc ici, la pente à droite, c'est plus 1, la pente à gauche, c'est moins 1. Alors maintenant, pour finir, les dérivées successives d'une fonction, eh bien, nous avons vu la dérivée seconde qui est la dérivée de la dérivée. Et puis, il existe aussi la dérivée d'ordre 3, c'est la dérivée de la dérivée seconde. La dérivée d'ordre 4, c'est la dérivée de la dérivée d'ordre 3, etc. Alors, quelques notations. Si f est continu sur l'intervalle grand I de R, on note f élément de grand C puissance 0 de grand I. Voilà, ça veut dire que f est continue sur l'intervalle grand I. Elle appartient à l'ensemble des fonctions continues sur grand I. Si f est dérivable sur l'intervalle grand I et si f' est continu sur cet intervalle, alors on dit que f appartient à l'ensemble des fonctions de classe C1 de grand I. Donc ça, c'est l'ensemble des fonctions dérivables à dérivée continue. On dit aussi c'est l'ensemble des fonctions continuellement dérivables. Si f' est dérivable sur grand I et si sa dérivée seconde est continue, d'accord, on dit que f est de classe C2 sur grand I, qu'elle appartient à l'ensemble des fonctions deux fois continuellement dérivables. Plus généralement, on définit la dérivée d'ordre n, f avec une parenthèse, attention, parce que si on enlève les parenthèses, c'est la puissance, donc ça n'a plus rien à voir. Donc il faut bien mettre les parenthèses ici. Lorsque la dérivée d'ordre n est continue, on note que f appartient à l'ensemble des fonctions de classe Cn. Voilà, donc ça, ce sont des notations. Nous, on se servira
de la notation C0. Et puis pour les étudiants qui souhaitent poursuivre en école d'ingénieur, vous utiliserez ces notations par la suite, donc il faut les connaître. Limite et branche infinie. Alors ça, nous verrons ceci dans le paragraphe sur les calculs de limite. Donc ce n'est pas le chapitre 4, il y a une erreur ici, dans votre polycopier, c'est la partie C de ce chapitre. Plan d'étude d'une fonction, nous récapitulons. On recherche d'abord l'ensemble de définitions, puis l'ensemble d'études. Alors ça veut dire quoi l'ensemble d'études? C'est un sous-ensemble de l'ensemble de définitions. En fait, si on sait par exemple que notre fonction est paire, à ce moment-là, sa courbe a un axe de symétrie, la droite OY, et plutôt que de l'étudier sur R+, par exemple, si son ensemble de définitions c'est R, plutôt que de l'étudier sur R tout entier, on va l'étudier sur R+, d'accord, parce qu'il y a une symétrie. Voilà. De même, si on sait que la fonction est périodique de période 2π, par exemple, plutôt que de l'étudier sur tout R, on va l'étudier sur 0,2π. Donc c'est ça l'intervalle d'étude. Il est inclus dans l'intervalle de définition et c'est intéressant de savoir si on a affaire à une fonction paire ou périodique. Donc en fait, dans le petit 2, quand je mets recherche de l'ensemble d'études, ça veut dire qu'il faut étudier la parité de la fonction, c'est-à-dire chercher f de moins x, si c'est égal à f de x, c'est une fonction paire, sa courbe est symétrique par rapport à y, et on l'étudie sur la partie positive de son ensemble de définition. Si elle est impaire, c'est que f de moins x égale à moins f de x, donc pareil, même traitement. Si elle est périodique, on recherche grand T tel que f de x plus grand T égale à f de x. D'accord ? Troisième point, recherche, étude du sens de variation. Donc pour cela, on calcule la dérivée, on détermine la dérivée, son signe et tableau de variation. Et on recherche les extréma, minima et maxima. Enfin, on étudie les branches infinies. Donc ça, c'est à la fin de ce chapitre, en partie C, mais je vais en parler quand même à la fin de cette vidéo. Puis on trace la courbe. Donc qu'est-ce que c'est que les branches infinies? Eh bien, les asymptotes, par exemple. Alors, étude de branche infinie. Par exemple, si on a la limite quand x tend vers a de f de x qui est égale à plus ou moins l'infini, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, x tend vers a, d'accord? Et on vous dit que f de x, donc les ordonnées, f de x tend vers plus l'infini, d'accord? Donc là, on a le cas où la limite de f de x quand x tend vers a, c'est plus l'infini. Donc à ce moment-là, la courbe admet une asymptote verticale d'équation x égale a. Deuxième cas de figure, cette fois-ci, il y a un décalage là. Donc f de x, il est ici. Bon, il y a eu un bug avec le PDF. Voilà, les axes sont ici. D'accord? Donc cette fois-ci, la limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini de f de x égale à b. Donc qu'est-ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini? Eh bien, alors là, j'ai mis quand x tend vers moins l'infini, en fait. Bon, ok. Donc, quand x tend vers moins l'infini, donc là, voilà, l'axe des abscisses des ordonnées, c'est plutôt ici. Il y a eu un bug au niveau du PDF. Donc, quand x tend vers moins l'infini, y va tendre vers b. Voilà, donc là, par valeur supérieure à b. D'accord? Donc, la droite d'équation y égale à b, qui est parallèle à l'axe des abscisses, est asymptote à la courbe représentant f en moins l'infini. Donc là, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x qui est égal à b. Alors maintenant, il existe aussi d'autres cas de figure. Premier cas de figure, si la limite en plus ou moins l'infini de f de x est égale à plus ou moins l'infini. Ça veut dire que quand x tend vers plus l'infini, par exemple, les y vont tendre vers plus l'infini. D'accord? Donc, on peut chercher ce qu'on appelle une direction asymptotique. Est-ce qu'elle va tendre vers plus l'infini comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça? C'est ça un peu la question que l'on se pose. Ou comme ça, ou comme ça. Eh bien, pour le savoir, on cherche la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Et là, il va y avoir plusieurs cas de figure. Soit cette limite est nulle, soit elle est égale à plus l'infini, soit elle est égale... voilà, d'accord. Oups. Et soit, voilà, c'était là ici, soit elle est égale à un nombre fini. D'accord? Donc, si elle est égale à 0, eh bien, ça veut dire que la direction
asymptotique, c'est l'axe des abscisses. Donc, autrement dit, ici, la courbe va devenir parallèle quand x tend vers plus l'infini. Elle va tendre vers plus l'infini en étant approximativement parallèle à l'axe des abscisses. Qu'est-ce qui se passe si la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini? Eh bien, ça veut dire que cette fois-ci, vous voyez, la fonction, elle va tendre vers plus l'infini en étant plus ou moins parallèle à l'axe des ordonnées. Bon, là, j'ai un peu exagéré, mais bon. OK? Voilà. Alors maintenant, si la limite, c'est une constante, si la limite, c'est a, eh bien, dans ce cas-là, on va être plus précis. Ça veut dire que la branche parabolique va être oblique. Donc, on va calculer la limite de f de x moins ax. D'accord? Si cette limite, c'est plus ou moins l'infini, ça veut dire que la branche asymptotique, ça veut dire que la courbe va tendre vers plus l'infini en étant parallèle, si je puis dire, à la droite d'équation y égale à ax. Et si la limite de f de x moins ax est égale à b, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, de f de x moins ax plus b est égale à 0. Et donc, cela signifie que la courbe a une asymptote oblique d'équation y égale à ax plus b en plus l'infini, si la limite se fait en plus l'infini, et en moins l'infini, sinon. D'accord? Donc, je récapitule. Lorsque la limite de f de x en plus l'infini ou moins l'infini, c'est égal à plus ou moins l'infini, eh bien, on va déterminer la nature de la branche infinie. Donc, pour cela, on calcule la limite de f de x sur x en plus ou moins l'infini. Premier cas de figure, si cette limite est nulle, cela signifie que la courbe admet une branche parabolique horizontale. D'accord? Pourquoi? Parce que ça ressemble à une portion de parabole, la fonction y égale x carré. Donc, ça ressemble à une portion de parabole ici. Et là, qu'est-ce qui se passe si la limite est égale à plus l'infini? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une branche parabolique verticale. Si jamais, maintenant, cette limite, c'est une constante, il va falloir étudier deux cas de figure. Enfin, il va falloir étudier la limite de f de x moins ax et on va avoir deux cas de figure. Soit cette limite, c'est plus ou moins l'infini, donc il va y avoir cette fois-ci une branche parabolique de direction y égale à ax. Ou alors, c'est une limite finie qui est égale à b, donc ici, on a la limite de f de x moins ax moins b, c'est-à-dire moins parenthèse ax plus b est égal à 0. Et donc, la courbe admet une asymptote oblique en plus l'infini, si la limite calculée est en plus l'infini, ou moins l'infini, si c'est moins l'infini. Alors, maintenant, pour finir, donc pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en école d'ingénieur, voilà, études et école, ça faisait, vous avez compris, ça faisait études. Je vais y arriver. Donc, vous pouvez travailler ce premier exercice pour vous entraîner sur la recherche d'asymptotes obliques en plus l'infini. Puis, vous pouvez aussi faire l'étude complète de la fonction ln de 1 plus x carré si vous voulez à la fois vous entraîner sur la recherche d'asymptotes obliques et sur la recherche de points d'inflexion. Et enfin, il y a quelques exercices supplémentaires à la page 42. Donc voilà, pour les étudiants qui ont du temps qui leur reste, eh bien, vous pouvez m'envoyer sur Discord vos brouillons. Les autres étudiants, vous pouvez attaquer le devoir maison qui est à faire pour la rentrée. C'est-à-dire